qui fait en sorte que tout le monde accède à un bien selon ses besoins et non selon ses moyens. Autrement dit, la valeur d'usage remplace la valeur marchande. C'est aussi une forme de résistance au marché voulu par les autorités publiques. Un petit mot sur le financement de cette gratuité, car la gratuité coûte évidemment de l'argent, même si la nette hausse de fréquentation des bus a diminué par 2 le coût de chaque voyage. En France, dans les territoires de plus de 10 000 habitants, les collectivités peuvent percevoir une contribution des entreprises de plus de 9 salariés pour financer les transports publics. Ce pourcentage sur la masse salariale des entreprises, c'est le versement transport. En Pays d'Aubagne, le taux est à son plus haut niveau légal grâce à un nouveau projet lancé, l'ouverture à partir de 2014, normalement, d'une ligne de tramway qui sera également gratuite. Alors la gratuité a un coût, je le disais à l'instant, et il faut équilibrer les comptes après la disparition de la billetterie et les presque 2 millions d'euros d'investissement réalisés pour améliorer la qualité de service par l'achat de nouveaux bus, notamment, de bus spécialement aménagés pour le transport des handicapés. Le versement transport des entreprises couvre l'intégralité de ces dépenses nouvelles. Les contribuables du Pays d'Aubagne ne déboursent aucun centime. À l'heure de la gestion libérale de la crise qu'elle a elle-même créée au demeurant, il est intéressant d'observer que l'argent prélevé sur les entreprises libère du pouvoir d'achat pour leurs salariés et plus généralement pour leurs familles. Cette politique publique de gratuité est très marginale en France, où l'impossibilité de s'émanciper des normes de gestion qui accompagnent la crise est érigée en modèle, en réalité immuable, gravée dans le marbre. L'expérimentation en Pays d'Aubagne montre toutefois qu'il est possible de s'affranchir des interdits. Elle ouvre ainsi de nouveaux possibles dans le monde d'aujourd'hui, des utopies à hauteur d'homme, bien en phase avec l'esprit du Forum social européen de Florence. En France, en Europe et à travers le monde, des villes et même de grandes métropoles s'interrogent, se renseignent, envisagent parfois de se lancer dans l'aventure. En France, 20 territoires ont instauré la gratuité des transports publics. D'autres s'apprêtent à les imiter. La présidente du Pays d'Aubagne a été invitée il y a quelques jours à Tallinn, capitale de l'Estonie, pour raconter ce qu'elle expérimente. Tallinn, c'est quand même 400 000 habitants, qui deviendra en janvier 2013 la première capitale européenne à offrir des transports gratuits à ses résidents. Aujourd'hui, il est remarquable que des politiques alternatives soient expérimentées toujours avec succès. Même leurs détracteurs idéologiques, aussi acharnés soient-ils, sont de plus en plus à court d'arguments. C'est un signe encourageant pour les progressistes. C'est un message universel qui est lancé. Ce mouvement, s'il est bien réel, n'est jamais linéaire pour autant et aboutit une fois pour toutes. Ainsi, en France, l'actuel gouvernement prépare dans la précipitation une nouvelle loi destinée à la création de vastes métropoles à vocation européenne, dans lesquelles les villes, les intercommunalités seraient noyées, ignorées. Ainsi, les politiques alternatives de proximité, au plus près des citoyens, usagers des services publics, seraient ni plus ni moins rayées de la carte. Tout se déciderait ailleurs que dans les espaces démocratiques proches des habitants. Face à ce danger, la riposte est engagée, mais je ne m'y attarderai pas ici. Je retiendrai que rien n'est irréversible, ni dans un sens ni dans l'autre. Il est essentiel de conforter pour les enrichir les politiques progressistes alternatives afin de les sortir de la marginalité, de les conforter par l'émergence de nouvelles expérimentations de politiques publiques audacieuses à viser et de viser leur généralisation. La gratuité des transports en période d'Aubagne, par exemple, n'a en terme que peu d'intérêt en soi. Les bus gratuits vous transportent jusqu'au port de Marseille, la capitale régionale, où il faut acheter un ticket pour se déplacer. Il faut pousser les murs pour que la gratuité bénéficie à plus de citoyens, soit expérimentée à plus vaste échelle territoriale, pour que les embouteillages diminuent, pour que la pollution baisse par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Avant les expérimentations de gratuité, personne ou presque n'en parlait. Aujourd'hui, un match entre ses partisans et ses adversaires a le grand mérite d'avoir démarré. Comme le dit si bien le politologue Paul Ariès, la gratuité de l'eau vitale, des transports en commun, de la restauration scolaire ou des services funéraires, tous ces petits bouts de gratuité ne sont pas une révolution, mais ils suscitent le désir de vivre autrement. Ces gratuités sont d'ailleurs souvent appelées gratuités d'émancipation. Deux mots
qui peuvent faire évoluer une société vers du mieux vivre, du mieux-être. Merci. Madame Barbera, merci beaucoup pour cette intervention qui, je dirais, est tout à fait intéressante. Ce qui est frappant, c'est effectivement l'expérience d'Aubagne, nous dites-vous, n'est plus unique et se développe en France et à l'international. Et je crois que c'est tout à fait intéressant. C'est tout à fait ce que souhaitait aussi la ville d'Aubagne en développant une large campagne de communication depuis plusieurs années sur ces questions. Eh bien, nous allons poursuivre pour permettre tout à l'heure pour permettre à la salle de poser quelques questions. Et je vais donner la parole à Monsieur Moussa Ndiaye, maire adjoint de Keur-Massar au Sénégal. Alors, vous m'avez expliqué que vous étiez confronté à d'importants problèmes de malnutrition parmi les enfants des écoles et que vous aviez souhaité, au niveau de votre ville, de prendre une initiative. Effectivement, il s'agit de cela. Je vais revenir là-dessus, même si on n'aura pas suffisamment de temps pour entrer en profondeur dans cette expérience. Je voudrais, à l'intention des participants, quand même faire un petit cadrage géographique qui leur permet d'avoir une idée du territoire où cette expérimentation est en train d'être exercée. Il s'agit de la commune de Keur-Massar, qui est l'une des 16 communes d'arrondissement de la ville de Pikine, elle-même commune qui est dans la banlieue de Dakar. La commune de Keur-Massar couvre entre 23 et 25 km², avec quelques 300 000 habitants. Voilà le cadrage qui vous permet de situer Keur-Massar. Alors, l'autre problème, c'est que nous allons intervenir dans un domaine qui n'a pas fait l'objet de beaucoup de discussions depuis ce matin. Il s'agit du domaine de l'éducation. Vous savez, la question des droits humains est une question très complexe qui couvre beaucoup de domaines. Mais nous avons choisi d'intervenir dans un domaine qui est un domaine très sensible, celui de l'éducation. Ces questions-là, chez nous, posent beaucoup de problèmes d'équité et de justice. Ici, nous avons des enfants qui sont dans de très bonnes conditions de travail, avec des parents suffisamment nantis pour donner à manger aux enfants très tôt avant d'aller à l'école, pour acheter des fournitures scolaires à leurs enfants, etc., etc. À côté, dans la même classe, vous avez une autre catégorie d'enfants dont les parents sont sans moyens et qui sont obligés de cohabiter avec les premiers. Vous voyez ce que ça pose en termes de justice sociale. Alors, nous intervenons dans ce domaine, mais dans le domaine particulier de l'alimentation scolaire. Pourquoi? Parce que des études ont montré dans la zone de Keur-Massar que beaucoup de raisons des échecs massifs qui sont constatés sont le fait des problèmes de pauvreté. Parce que la plupart des enfants qui vivent dans les périphéries de Keur-Massar viennent à l'école sans rien dans le ventre le matin. Je n'exagère pas. Des enfants qui quittent leur maison, qui quittent leur famille, qui n'ont pas les moyens de leur acheter 50 francs de pain et qui viennent malgré tout à l'école. Vous voyez ce que ça fait en termes de concentration pour recevoir des apprentissages, des enseignements plutôt. Voilà comme le problème, comment il se pose. Alors, la mairie a pris la décision d'agir pour essayer de voir quelles sont les meilleures solutions pour améliorer la situation d'apprentissage de ces enfants. Elle s'est entendue avec une firme, ou tout au moins une entreprise, qui est spécialisée dans la production de lait et la transformation des céréales locales. C'est une entreprise très connue dans la banlieue qui s'appelle Mamel Jabot.
Mamelle, les mamelles. Jabot, la famille. Donc, la mamelle de la famille. Vous voyez le symbole. Donc, voilà comment s'appelle l'entreprise. Alors, lorsque le bureau municipal a discuté avec cette entreprise, il a été entendu de mettre en place ce qu'ils appellent le fondé à l'école. Fondé, c'est dans la langue Wolof, l'une des langues nationales du Sénégal, c'est la bouillie. Alors, cela va permettre à la mairie de prendre en charge l'ensemble des enfants qui sont dans la commune d'arrondissement de Keur Massar pour leur fournir le petit déjeuner le matin. Alors, ce partenariat va permettre de régler un problème d'équité parce que les enfants n'auront plus à écouter leur ventre au lieu d'écouter le maître le matin. Parce qu'ils auront suffisamment été alimentés de manière à pouvoir suivre les explications du maître, ce qui n'est pas le cas. Alors, quels sont les objectifs? Les objectifs sont liés à la nécessité, de manière globale, à la nécessité d'améliorer les rendements scolaires, mais de manière spécifique, à fournir à chaque enfant le matin un petit déjeuner qui lui permettra, bien entendu, comme je l'ai dit, d'aborder correctement les apprentissages. L'autre avantage, c'est que ce n'est pas seulement de la bouillie avec du lait qu'ils vont avoir, mais ça, c'est de la bouillie qui sera renforcée par des éléments nutritifs. Ça permettra d'avoir un double objectif, de faire manger les enfants, mais également de régler un problème de sous-alimentation, parce que les enfants, là-bas, sont certainement affectés par des vers qui, du point de vue de la santé, ne les aident pas également à suivre. Alors, nous pensons que si nous le réalisons, la première année, 10 000 enfants seront concernés, dont 47% de jeunes filles, et que ça permettra d'améliorer les rendements internes, ce qu'on appelle les rendements internes, c'est-à-dire au terme des compositions, les évaluations, ces rendements seront améliorés de 15%, la première année. Mais également, l'autre objectif, c'est qu'à la fin de l'année, les évaluations finales nous permettront également d'avoir des résultats meilleurs à 15% par rapport à l'année suivante. Première chose. Mais l'autre aspect, c'est que les avantages ne sont pas simplement du côté des enfants, mais également de leurs parents. Parce qu'on s'est entendu avec l'entreprise pour que les groupements de promotion féminine qui sont organisés dans les quartiers puissent participer à la distribution de cette alimentation. En appuyant, bien entendu, l'organisation pour la distribution des repas au niveau des écoles. Parce que, je le rappelle, Keur Massar compte 27 écoles élémentaires publiques et une centaine d'écoles au niveau privé. Mais pour le moment, nous intervenons dans le domaine public parce que c'est là où se trouvent les couches les plus vulnérables. Parce que nous, au niveau du Sénégal, si vous amenez votre enfant à l'école privée, payer les cours pour cet enfant-là, ça veut dire que vous n'avez pas un problème de petit déjeuner. C'est pourquoi nous intervenons dans le domaine public pour le moment. Donc, nous pensons que si nous réalisons cet objectif-là, 2 ans plus tard, nous allons progresser et finalement, ce qui va arriver, c'est que nous allons régler le problème des échecs scolaires au niveau de Keur Massar. Alors, quelles sont les stratégies? Les stratégies, c'est bien entendu, nous avons mis en place un comité scientifique qui est constitué de représentants de la mairie, de représentants de l'entreprise, etc., etc., parce que monsieur le modérateur nous demande d'aller un peu plus vite. Concluez tranquillement. Voilà, donc, je considère que donc, le double objectif que nous avons visé, qui consiste à régler le problème des élèves, mais également à régler le problème des populations à travers des économies qu'ils vont engranger
dans le processus, nous permet de dire que nous sommes ici dans une expérience, n'est-ce pas, d'économie solidaire, d'économie sociale. Donc, peut-être qu'avec les questions qui seront posées, nous allons entrer beaucoup plus en profondeur. Nous avons un document, mais malheureusement, nous n'avons pas pu entrer pleinement à l'intérieur. Voilà, je vous remercie. Mais écoutez, moi je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas, vraiment, je trouve que c'est frappant combien les expériences présentées par les élus et les villes très diverses sont très différentes et montrent bien tous les aspects, effectivement, que peut engager l'action locale pour le développement d'une ville et de ses populations. On va passer sous l'angle, effectivement, de la recherche universitaire en passant la parole à Katrina Placidomo, qui a, je crois que vous avez des photos, non? Je vais vous passer l'appareil. Donc, qui a fait tout un travail sur, je dirais, l'ouragan Katrina et l'impact sur les habitants et la réaction, je crois, spontanée d'habitants pour survivre. Ça doit marcher. Okay? Okay. Merci. This will be in English. Thank you very much. I just want to, it's going to be very brief, but I want to thank you so much for the opportunity to be here. It's an incredible honor. And thank you to the translators, too, who've made this a really interesting day. I've learned a lot. So the paper that this talk is based on is in your packet. So I'm not going to go into the paper all that much. You can read it on your own time, and perhaps we can get translations of it available as well. So my research, or what I'm talking about here, is really just a portion of some work that I've done in New Orleans, in the United States. And let's see if I can figure this out. Green one. Oh, the big button, of course. Okay, so this is New Orleans. New Orleans is a port city on the Gulf Coast of the United States. It has a population of less than 500,000 people, about 360,000. It has a really unique culture, so a lot of people consider it the most unique city in the United States. It has heavy French influence, Creole influence, and a majority African American population. Go. Okay. Okay, and this red box here represents the lower 9th Ward. So this is where my research was focused and where most of my findings are coming from this neighborhood. The demographics of the city, again, I'll go through this very quickly. What I want to direct your attention to is the lower left-hand box, and that points to the racial demographics of the city. As I mentioned, New Orleans is a primarily African-American city, but it's very segregated. So some neighborhoods are entirely African-American, and the lower 9th Ward is one of those. New Orleans became, and its racial segregation, its discrimination, really became famous internationally when Hurricane Katrina hit the city on August 29th of 2005. This is a NASA image of the storm. It was a Category 5 hurricane, so a really massive weather event. But most people argue that the destruction of the storm was could have been prevented, particularly in this lower right-hand graphic here is showing neighborhoods that were flooded, and most of this was due to levee failure. So there were levees that were constructed by the U.S. Army Corps of Engineers that were known to be insufficient and were never reinforced. So most of this flooding could have been prevented. And the graph on the left shows population decline following Hurricane Katrina. So Hurricane Katrina had a massive effect on the population of New Orleans. It cut the city in half, and the lower 9th Ward specifically has a population of only 28% what it was prior to Hurricane Katrina. That upper right-hand image shows some of the flooding in that neighborhood. It was entirely destroyed. So 100%
of the housing was destroyed, was uninhabitable, and it was really the last neighborhood to come back. I've circled it here in blue to highlight the racial demographics of that neighborhood. So 2000, this is prior to Hurricane Katrina, it was majority black. And in 2010, it's still majority black. So it went from 99% African American to 95% African American. But that small change, that slight gentrification, has been really important for the redevelopment of the neighborhood and of the city in general. So a lot of the redevelopment has been really by outsiders, so people who've come to the city from other parts of the country and world to lend a hand in redeveloping the city. And that kind of, what I've termed in the paper, exogenous effort has really been appreciated by a lot of people, but also resisted, because there's a lot of indigenous cultural knowledge that's being sort of superseded by outside knowledge. So people who live in the neighborhood are really trying to create their own cultural identity and their own future for the city. What I focus on in the paper, and what my research is really focused on, is specifically the right to food. So New Orleans, historically, there were a lot of truck gardens, a lot of community gardens, and a lot of corner stores. So a lot of locally owned and African American owned businesses where people had access to fresh food. But even prior to Hurricane Katrina, and especially since then, access to fresh food has become completely eliminated. So these images here just show the range of food options available. So it's typically gas stations and fast food. So there's literally no fresh food available. And I know, living in France and being here, I find all these corner stores with their beautiful selections of produce, and it's probably unimaginable. But this neighborhood, there's literally nowhere for people to get fresh food. So in response to this lack of fresh food, people from the neighborhood, and it's very important that they're from the neighborhood, and many of them are from the neighborhood for many generations and are quite proud of that, have started this initiative called the Lower Ninth Ward Food Action Plan, or the Lower Ninth Ward Food Access Coalition. And this coalition formed with the specific goal to increase access to fresh, high-quality, convenient and affordable food in their neighborhood. So they convened a series of 8 planning meetings. They met every month, and I had the opportunity and the pleasure to join them just as an observer at those meetings. And at those meetings, they crafted a vision for their neighborhood for dealing with this issue of food access. They discussed together how they would collaborate with the local government officials, how they would strategically create new businesses in the neighborhood, whether they could consider urban agriculture a viable alternative. So it was all from within the community. And I present this as a really interesting and important opportunity for a couple of reasons. So in the paper, I talk specifically about the right to the city, the theoretical foundations of the right to the city, with which I think you're all quite familiar. But in the paper, I discuss how it's really the neighborhood scale that's really meaningful for this community in particular. So food access is not a citywide problem in New Orleans. Many parts of the city are quite wealthy and have perfect access to fresh food. So it's really a neighborhood scale problem. And what I argue in the paper is that if we really want to transform urban space, we might consider the scale of the neighborhood as a viable scale at which to do that, because it enrolls people who might otherwise not consider themselves to be very political, and it engages them in activities that can transform their local neighborhoods, and that's really the scale at which they find their citizenship. So I'll leave it there. If you have any questions, I'd be happy to talk with you afterwards, and my contact information is here as well. Thank you. Eh oui. Alors, il y a beaucoup de choses. Dans votre papier, vous abordez aussi les conditions du retour des habitants dans ces territoires et les inégalités, effectivement,